Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire Mobilité active, voire au-delà des barrières ferroviaires et autoroutières. Mon nom, c'est Blaise Régnard, je suis responsable transport et urbanisme au Conseil régional de l'environnement de Montréal. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la problématique des barrières autoroutières et ferroviaires dans une perspective de mobilité active. Donc, comme on le sait tous, nous avons une transition importante à faire au niveau des transports, que ce soit au niveau des types de véhicules utilisés, mais aussi de la réduction des besoins de transport et puis donc le transfert modal notamment de la voiture vers des modes alternatifs. Dans la région de Montréal, on voit que les projets d'infrastructures routières sont encore nombreux à se développer, que ce soit de la réfection ou même encore de la construction de nouveaux projets. Ça se compte par dizaines de milliards de dollars. Par contre, on voit bien là, que ces investissements-là ne sont pas proportionnels aux parts modales existantes. Là. Donc, présentement, dans l'agglomération de Montréal, environ 15% des déplacements sont en mobilité active. On est loin du compte. Ce n'est pas 15% des investissements en infrastructure qui sont des investissements de transport actif. Alors, on souhaitait au Conseil régional de l'environnement s'approprier un peu mieux le projet. On est partie prenante dans de nombreux projets qui ont à faire avec des barrières autoroutières ou ferroviaires, à mentionner notamment l'échangeur Turcot et puis la dalle parc Turcot. Et puis, on souhaitait s'approprier un peu mieux le concept et puis regarder ça à une échelle plus régionale. Alors, on a travaillé dans les derniers mois avec une équipe d'étudiantes de l'école d'urbanisme de la faculté de McGill, de l'Université McGill. Et puis aussi, on a regardé les travaux que Vélo Québec mène sur les secteurs enclavés et la mobilité active. Alors, on va voir aujourd'hui les travaux, donc ces deux travaux-là, et puis on aura une discussion à la fin pour échanger sur ces travaux-là et puis sur les prochaines étapes à franchir, notamment en période où on va renouveler le plan d'urbanisme et de mobilité à Montréal et puis où on doit accélérer finalement la transition vers une mobilité durable. Alors, je vais céder la parole pour commencer à Christine Préfontaine-Meunier. Elle est chargée de projet en recherche et expertise à Vélo-Québec et elle travaille sur les secteurs enclavés. À toi, Christine. Oui, alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter un peu ce que nous, on a fait là, dans le cadre d'un projet qu'on avait avec la Direction de la santé publique de Montréal. OK. Donc voilà, pour vous introduire un peu là, dans le cadre de notre travail. Donc, c'était dans le cadre de la mesure 17 de la santé publique qui était mesure environnement favorable à la santé. Comme je disais, c'était soutenu par la Direction de la santé publique de Montréal. Puis le but de tout ça, là, c'était vraiment d'améliorer la mobilité active là, pour l'accès aux services de base et par le fait même améliorer la santé des populations dans les secteurs enclavés de Montréal. Je vais, tout d'abord, juste un petit mot là, sur qu'est-ce qu'un secteur enclavé, comment nous, on l'a travaillé. Donc, c'est un secteur qui est ceinturé là, de barrières qui viennent limiter ou empêcher les déplacements à pied ou à vélo hors du secteur. Donc, on parle tant de barrières naturelles comme des cours d'eau et des falaises, par exemple la falaise Saint-Jacques qu'on a à Montréal, ou des barrières anthropiques, donc voies ferrées, autoroutes, artères, secteur industriel, des cimetières, mais aussi des grands parcs clôturés. Donc, je vais vous parler un peu, premièrement, je vais passer assez rapidement sur les bienfaits du transport actif parce que je pense qu'on est tous assez convaincus, mais on va le passer pareil. Je vais parler aussi des aménagements typiques là, qui contribuent à franchir les barrières. Puis, on va se pencher un petit peu plus sur un secteur qu'on a étudié qui était la Cité de l'Acadie, qui est un des 5 secteurs qu'on avait là, à l'étude. On va regarder un peu c'était quoi les barrières et les problématiques, puis je vais vous présenter ce que nous, on propose comme solution de désenclavement.
Donc, premièrement, ben, la santé personnelle et bienfaits du transport actif, c'est bon pour la santé personnelle, donc activité physique, c'est bon pour le maintien d'une bonne santé physique et mentale, donc meilleure qualité de sommeil, meilleure concentration, meilleure productivité, diminution des risques de maladies là, liées au mode de vie sédentaire. Donc voilà, c'est bon également pour la santé publique, donc ça accroît la santé de la population, puis ça diminue la pollution de l'air et ça diminue aussi le bruit. Donc, pour les finances publiques, ben, ça a un impact aussi. Donc, si on est plus en santé, ça diminue les coûts liés à la santé et aux maladies qui résultent d'un mode de vie sédentaire, donc diabète de type 2, maladies cardiaques, certains cancers. Puis, on vient aussi diminuer les coûts d'infrastructures qui sont liés à l'auto en misant sur le transport actif et le transport collectif. Il y a un souci d'équité aussi, donc ça permet aux citoyens de tout revenu de pouvoir se déplacer. Au niveau de l'environnement, évidemment, on vient diminuer les gaz à effet de serre. Puis en termes d'espace, ben là, c'est une personne seule en voiture occupe 7 fois plus d'espace qu'une personne à vélo et 10 fois plus d'espace qu'une personne à pied. Donc là, il y a vraiment des considérations spatiales dans les bienfaits, là. Puis évidemment, ben, efficacité des déplacements. Donc, la marche et le vélo là, sont plus efficaces que l'automobile pour se déplacer pour des distances respectivement, là, des distances inférieures à 1 kilomètre. Donc, pour la marche et 3 kilomètres pour le vélo. Donc, le premier bloc que je vais vous présenter, c'est les aménagements qui contribuent à franchir les barrières. Donc, on l'a divisé en deux. La première, c'est vraiment les franchissements à niveau. Donc, pour commencer, on a le passage à niveau. Le passage à niveau qui est le croisement d'une voie ferrée et d'une rue ou d'un sentier au même niveau que le rail. Pour donner un avantage, ben, évidemment, c'est idéal pour les personnes à mobilité réduite parce qu'ils n'ont pas à emprunter ou à gravir de pentes pour pouvoir traverser la barrière. Donc, ça, c'est un avantage. L'inconvénient, c'est qu'il peut y avoir une certaine attente là, lors du passage des trains. L'enjeu qui est relié à tout ça, c'est les trains en mouvement, c'est accru lorsqu'il y a plus d'une voie ferrée. Fait que ça peut représenter un certain enjeu de sécurité là, lorsque les trains sont en mouvement, puis quand il y a plus qu'une voie ferrée, ça augmente là, le risque là, de sécurité. Et un autre enjeu, c'est la chaussée et les rails qui peuvent être glissants. Donc, pour ça, on vient vraiment appliquer des mesures là, pour empêcher de glisser, justement, comme des bandes de caoutchouc dans les rails, etc. L'autre passage à niveau, ben, pas un passage à niveau, le franchissement à niveau, on parle d'une intersection, mais on parle d'une intersection avec une artère qui va constituer une barrière. Donc, vous avez ici là, une illustration avec les points de conflit potentiels là, qui peuvent être générés là, entre les différents usagers de la route, donc à pied, à vélo, puis en auto. Donc, l'enjeu, c'est l'exposition au conflit là, de trajectoire avec les véhicules en virage. Cette exposition-là, elle est aggravée là, lorsque la vitesse des véhicules est élevée, le temps traversé alloué aux piétons et aux cyclistes est insuffisant et lorsque la longueur du passage dépasse les 10 mètres, là, donc environ 3 voies de circulation, là, même sans compter les voies de stationnement. Puis évidemment, cette exposition-là est aggravée en présence de voies de raccordement, puis ça, j'y reviendrai. Pour ça, il y a certaines solutions qui sont intéressantes. Donc, premièrement, il y a le passage cycliste. Là, on voit un passage cycliste à Laval qui est un passage avec revêtement vert, donc qui rappelle la présence des cyclistes pour les automobilistes. Des refuges pour piétons et cyclistes qui diminuent l'exposition aux véhicules, des piétons et des cyclistes aux véhicules, permet la traversée en deux temps. Puis c'est vraiment très plus sécuritaire pour les personnes, les usagers un peu plus lents, les personnes âgées, les enfants ou les personnes avec une aide à la mobilité. Donc ça, c'est parfait. Puis en plus, quand on est dans le milieu, on est sur le refuge, on peut s'attarder qu'à une voie de circulation, donc, ou plusieurs, mais dans une direction à la fois. Donc, on regarde une direction à la fois, ce qui permet d'augmenter là, la prise de décision, à savoir si la personne a le temps de traverser ou pas. Donc, voilà. On peut aussi mettre des saillies de trottoir, là, notamment sur les rues locales, donc les rues transversales qui sont de type plus local. Ça vient diminuer là, la durée de traversée des piétons. Ça diminue la vitesse également des véhicules en virage. Donc, c'est parmi les bénéfices, là, il y a ces deux-là qui sont quand même très importants. Je parlais de la voie de raccordement, plus communément appelée la bretelle. La voie de raccordement, c'est une voie qui relie deux routes et qui permet aux automobilistes d'éviter le feu de circulation qui contrôle l'intersection.
C'est un type d'aménagement qui est vraiment fait pour l'automobile puis qui génère quand même des enjeux, importants. Donc, premièrement, ça permet aux véhicules de circuler à grande vitesse, puis c'est d'autant plus important, quand l'angle de la courbe, est très douce, puis donc ça permet aux véhicules de ne pas avoir à ralentir. Donc ça, c'est un enjeu important. Ensuite, ça crée de longues zones de croisement, avec les véhicules, qui augmentent le temps d'exposition des piétons et des cyclistes, puis ça génère des enjeux de visibilité, heu, en fait, réciproques là, pour les véhicules et les usagers là, du transport actif. Donc, les piétons et les cyclistes qui doivent toujours se retourner pour voir s'il y a des véhicules qui arrivent, mais aussi, pour les véhicules, les conducteurs qui sont occupés à regarder à gauche pour pouvoir s'insérer dans la circulation, puis qui voient mal, les piétons et les cyclistes là, arriver à leur droite. Pour ça, il y a quelques solutions. La première, évidemment, qui est la plus, peut-être radicale, mais la plus efficace, et la mieux adaptée là, pour les piétons et les cyclistes, c'est vraiment carrément de fermer la voie de raccordement par, ça peut être, des jerseys de béton, ça peut être, des glissières, ça peut être des jardinières. Il y a toutes sortes de façons de fermer, une voie de raccordement, de façon immédiate. Puis à plus long terme, ben, on peut faire des aménagements, redonner de l'espace public, aux piétons, aux cyclistes et cetera. Donc, vous avez des exemples là, ici à gauche, c'est un petit peu, plus, travaillé, je dirais, en termes d'espace public. Puis à droite, là, en faisant le rêve, on est carrément venu fermer la voie de raccordement, avec du béton, puis, à voir après ce qui va se passer. Puis sinon, c'est toujours possible aussi, d'aménager quand c'est pas possible de fermer la voie là, c'est toujours possible là de venir, aménager un passage piéton et cycliste surélevé comme vous voyez sur la photo de gauche. Puis sinon, ben, c'est carrément de venir mettre un feu de circulation qui sont d'autres, solutions pour atténuer un peu les enjeux là de sécurité de la voie de raccordement. Ensuite, il y a le passage à mi-bloc qui est un autre, franchissement à niveau. C'est un passage, en fait, qui permet de traverser une rue ou une route entre 2 intersections, et d'améliorer là l'efficacité des déplacements. L'enjeu qui est relié à tout ça, c'est, en l'absence de feu de circulation, le temps d'attente, peut être excessif là pour les piétons et les cyclistes qui cherchent à se trouver un créneau, pour traverser dans la circulation à travers les autos. L'avantage, ben, comme j'ai dit, c'est vraiment plus efficace, pour les déplacements. Donc, il y a une diminution là, des détours pour les piétons et les cyclistes qui veulent traverser puis aller à un commerce, par exemple, de l'autre côté de la rue. Donc, on accroisse vraiment l'efficacité. Puis, l'inconvénient, ben, délai possible pour la circulation automobile. J'attire votre attention sur un exemple, assez intéressant là, l'aménagement du rêve en fait où on est venu, vous avez la photo avant à gauche et après à droite, la photo, qui montre qu'on est venu enlever un feu de circulation, mais on est venu mettre des îlots donc 2 îlots là, plus, aux abords de les pistes cyclables, puis un îlot, un refuge central. Donc ça l'a vraiment permis de sécuriser davantage les déplacements. Puis par expérience, il y a vraiment quand même, il y a une efficacité à ça là, dans le sens où, moi, de mon expérience, les automobilistes, pardon, s'arrêtaient pour me laisser passer, même si ça faisait pas toujours leur affaire. Donc ça, c'était quand même intéressant. Là, on est vraiment venu améliorer la sécurité. Ensuite, le deuxième bloc, c'est les franchissements, dénivelés. Donc, qu'est-ce qu'un franchissement dénivelé? C'est, un franchissement qui passe au-dessus ou en dessous de, la barrière à franchir, donc, les ponts, les passerelles, les passages inférieurs ou les tunnels. L'avantage de ces franchissements dénivelés-là, c'est qu'il y a une absence de conflit, en fait, avec, les véhicules de la voie traversée, puis il y a aucune attente aussi pour la traversée. L'inconvénient, c'est que c'est moins adapté à l'accessibilité universelle, donc pente, escalier, et cetera. Donc selon la topographie, la façon qu'on va aménager un franchissement dénivelé, ça peut être, un inconvénient là, pour les personnes à mobilité réduite. Ensuite, il y a les ponts et les passages, inférieurs. Donc ça, c'est le franchissement d'un obstacle, l'un au-dessous et l'un au-dessus de l'obstacle à franchir. L'enjeu, qui est relié à ça, c'est la nécessité d'avoir des aménagements séparés de la circulation motorisée.
Souvent, c'est sur des artères qui traversent les barrières, donc fort volume de circulation, vitesse élevée, bruit, pollution, et cetera. Surtout vitesse élevée, donc c'est super important, de séparer physiquement là, les voies de circulation pour piétons et cyclistes des voies de circulation motorisées. L'avantage de ça, c'est que, bien évidemment, il y a une équité entre les différents modes de transport. Donc, c'est direct, puis tout le monde peut passer là. Donc, on vient vraiment prendre soin des usagers du transport actif. Puis, évidemment, bien, ça, il y a un coût moindre qu'une passerelle ou qu'un tunnel parallèle. Donc, passerelle, tunnel parallèle, les coûts peuvent s'avérer très élevés. L'inconvénient, ben, c'est évidemment l'inconfort lié à la circulation motorisée, d'où l'importance de séparer physiquement ces aménagements-là. Ensuite, il y a la passerelle. Bon, la passerelle, c'est un pont qui est réservé aux piétons et aux cyclistes. L'enjeu, c'est, en fait, lorsque les approches sont uniquement dotées d'escaliers, encore une fois, pour l'accessibilité universelle, c'est vraiment pas idéal. Puis, l'absence de raccordement adéquat au réseau piétonnier et cyclable. Donc, c'est important de lier les sentiers de part et d'autre de l'obstacle à franchir et de les relier à la passerelle pour assurer l'efficacité puis assurer que les usagers de la route vont emprunter cette passerelle-là plutôt que de prendre d'autres cheminements qui seraient moins sécuritaires mais plus efficaces. Donc, c'est vraiment important de bien relier le tout. Euh, Ensuite, l'avantage, bien, ça facilite l'orientation, ça dispose de la lumière du jour, donc c'est peut-être un petit peu plus sécuritaire, puis ça permet là, une bonne visibilité réciproque, donc on vient encore une fois accroître la sécurité. L'inconvénient, bien, c'est que c'est exposé au vent et aux intempéries. Donc voilà, donc il y a des avantages et des inconvénients pour tout. Ensuite, tunnel pour piétons et cyclistes. Donc ça, c'est une arche ou un tube qui est enfoui là, sous l'obstacle à franchir. Vous avez 2 exemples ici. L'enjeu, ben, contrairement à la passerelle, évidemment, c'est un espace clos. Donc là, ça incite peut-être plus potentiellement des actes illégaux, et cetera. Ça diminue le sentiment de sécurité. Puis il y a un autre enjeu, c'est le même que celui de la passerelle. Donc, importance de raccorder ces franchissements-là au sentier, puis que ça soit efficace pour faciliter là, justement leur accès. L'avantage, c'est que c'est plus approprié que la passerelle lorsque l'obstacle croisé est plus haut que le sentier. Puis l'inconvénient, bien, ça peut s'avérer là, un aménagement assez coûteux, en particulier s'il est nécessaire là, de pomper les eaux de ruissellement parce que c'est sous la barrière. Donc voilà, donc ici, c'est pour vous montrer là, un autre exemple, là, mais ça en hiver, cette fois-ci, un passage déneigé, donc très intéressant. Donc, mais maintenant, je passerai tout de suite. J'ai passé un peu vite là, sur les obstacles. Je voulais vraiment m'attarder à un des cas qu'on a étudiés. Donc, on s'est arrêté sur la cité de l'Acadie. Tout d'abord, ben, je voulais vous montrer un peu où c'était situé. Donc, c'est situé là, à l'intersection des boulevards Henri Bourassa et de l'Acadie. Donc, qui représente 2 barrières. Comme je l'ai mentionné plus tôt, ce sont des artères. C'est grand volume de circulation. Donc, c'est considéré là, comme des barrières. L'autoroute 15 également, qui constitue une barrière. Donc, puis un peu plus loin, là, la voie ferrée. Puis vous remarquez aussi que la cité de l'Acadie n'est pas très bien desservie là, en termes de voies cyclables. On a la voie cyclable qui longe la voie ferrée. Un peu plus loin, on y reviendra. Puis évidemment, sur Henri Bourassa, là, il y a des bandes cyclables là, qui sont probablement pas l'aménagement le plus adéquat pour ce type de voie-là. Mais voilà, là, c'est à peu près un peu ce qui est desservi là, autour. Donc, ce qu'on a fait pour commencer, c'est qu'on a identifié les barrières. Donc, j'ai dit Henri Bourassa, l'Acadie, l'autoroute 15 et la voie ferrée. Puis, on a identifié c'était quoi les générateurs de déplacement qui sont. On les a pas tous identifiés, mais on a identifié ceux qui nous paraissaient importants. Il y en a certainement d'autres, mais donc, je voulais juste attirer votre attention sur le numéro 2, l'école primaire, dont la cité de l'Acadie représente une grande portion des élèves qui fréquentent cette école primaire-là. On a un grand parc avec beaucoup d'infrastructures, de services publics. On a 2 écoles secondaires au nord. Au sud, on a des commerces, le marché central. On a la cité de la mode, etc. Donc, il y a quand même là, des gros équipements autour qui pourraient, évidemment, la future station du ruisseau du REM. Donc,
c'est quand même des gros générateurs de déplacement, des pôles d'emploi, des services de loisirs, et cetera, qu'on est venu identifier là, pour voir quels étaient, qu'est-ce que les gens pourraient faire si on améliorait là, les barrières, là, les franchissements autour. Donc, la première barrière, ben, on s'est attardé beaucoup au boulevard de l'Acadie, Henri Bourassa. Euh, le premier enjeu, je dirais, ben, c'est qu'il y a la présence de 3 voies de raccordement. Il y a aussi à l'intersection, mais aussi sur le boulevard de l'Acadie. Je ne sais pas si j'ai une photo. Ouais, donc présence de voies de raccordement. Les terre-pleins à l'intersection sont également trop étroits et trop courts pour servir de refuge aux cyclistes et aux piétons, mais également aussi à l'entrée là, de la place de l'Acadie, où on voit qu'il n'y a pas de refuge. En fait, là, le passage piéton n'est pas pas du tout protégé, puis on voit la présence du camion, donc ça génère là, un sentiment d'insécurité certain. Plusieurs voies à traverser, donc 6 à 8 voies selon le passage, très nombreux mouvements de virage, là, surtout boulevard de l'Acadie, Henri Bourassa, à cette intersection-là. Évidemment, absence de voies cyclables, ce qui est quand même un problème là, pour le transport actif. Donc, dans les solutions qu'on proposait, c'est évidemment éliminer les bretelles, les voies de raccordement. Donc, vous voyez les X là, sur la photo. Donc, ça, c'était les premières actions à poser. Puis prioriser celle qui est vraiment aux abords de la cité de l'Acadie, donc celle qui est plus à votre gauche. Ensuite, ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est d'aménager un passage piéton du côté nord-ouest de Place de l'Acadie pour que les enfants puissent traverser et aller à l'école primaire dont je vous parlais un peu plus tôt. Puis, évidemment, là, d'évaluer la possibilité de mettre un îlot refuge aussi en plein milieu. Donc, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Puis, des pistes cyclables séparées sur le boulevard de l'Acadie, donc pour pouvoir monter vers les écoles secondaires, vers le parc Marcelin-Wilson. Et également, pistes cyclables séparées. Quand je dis séparées, c'est pas séparées physiquement de la circulation, qui pourrait là, être aux abords de la voie ferrée qui va vers le sud, donc vers le marché central. Donc, évidemment, pistes cyclables séparées de la circulation sur le boulevard Henri Bourassa, donc remplacer carrément les bandes cyclables par des unidirectionnels pardon, de part et d'autre du boulevard. Ensuite, il y a l'autre barrière, c'est l'autoroute 15. Donc, il y a un pont d'étagement là, qui longe directement la cité de l'Acadie qui traverse l'autoroute 15. Sur le pont d'étagement, on remarque l'absence de voies cyclables, évidemment, et la largeur des trottoirs là, qui est vraiment pas idéale là, pour ce type de franchissement-là. Donc, assez étroit aux approches, 1,5 m, qui est clairement le gros minimum à aménager. Puis passable sur la structure, donc 1,8 m. Donc ça, c'est pas l'idéal pour ce type de franchissement-là. Si je le rappelle encore, c'est des questions d'inconfort reliées à la circulation routière, etc. Donc, c'est quand même important. À court terme, les solutions pour ça, donc ce que vous voyez, c'est le trait en bleu, c'est avec le petit point là, en bas. Donc, ça, c'est les solutions pour cette barrière-là. Donc, à court terme, ça serait vraiment d'aménager un trottoir de 2 mètres de largeur et une banquette là, plantée d'arbres du côté sud du boulevard Henri Bourassa, donc du côté de la cité de l'Acadie. Un refuge protégé au centre du boulevard Jules Poitras pour que les gens puissent marcher confortablement, traverser, puis pouvoir aller rejoindre la future gare du REM du Ruisseau. Ensuite, autoriser à court terme, très court terme, autoriser la circulation des cyclistes sur les trottoirs du pont d'étagement et de ses abords. Puis à long terme, évidemment, ça serait vraiment là, de venir, pour prolonger les voies cyclables dont je parlais là, sur le boulevard Henri Bourassa à l'est du boulevard de l'Acadie, de venir mettre des pistes cyclables unidirectionnelles au niveau du trottoir, de part et d'autre, incluant de part et d'autre de la structure. Donc, et venir aménager un trottoir large du côté nord également.
Ensuite, l'autre barrière, c'est la voie ferrée du REM. On remarque là, sur la photo que bon, les cyclistes sont permis, là, ils peuvent se circuler sur le trottoir, mais c'est vraiment pas idéal. Donc, les trottoirs sont pas très larges. Inconfort, évidemment, compte tenu du fort débit de circulation et de la vitesse. Pas de voie cyclable. Donc, ça, c'est un enjeu. Donc, les solutions qu'on propose, c'est d'élargir les trottoirs et de mettre des pistes cyclables de part et d'autre de la chaussée sur le boulevard Henri Bourassa qui irait dépasser, là, dans le fond, la gare du ruisseau, là, qui pourrait aller le plus loin possible, en fait, pour améliorer là, la mobilité des gens. L'été passé, il y avait eu une fermeture d'une voie sur ça. Nous, on pensait que c'était les voies actives et sécuritaires, mais dans le fond, ce qu'on a appris avec le temps, c'est que c'était pour des travaux. Mais étonnamment, ça fonctionnait assez bien, là, donc voilà, c'est ce qu'on suggérerait. Et ça fait le tour pour ma présentation. Parfait, merci beaucoup, Christine. Alors, donc ça, c'était un secteur parmi 3 que vous avez étudié, ou 5. parmi 5, pardon, Oui. hein, c'est ça. Parmi 5 que vous avez étudiés. Peux-tu nommer les 4 autres? Oui. Est-ce que vous voyez encore mon écran ou vous me voyez? Non, on ne Vous voit voyez pas. plus mon écran? OK, parfait. Donc oui, on avait la Cité de l'Acadie, on avait Saint-Michel-Nord, donc aux alentours là, du parc Frédéric-Bach et de l'ancienne carrière Francon. On avait Saint-Pierre dans la Chine, dans l'arrondissement de la Chine. Puis là, ça, c'était la première partie. La deuxième partie, on avait le secteur des places Hodge Saint-Benoît, donc au nord de l'autoroute 40 et à l'est de l'avenue Sainte-Croix. Et on avait aussi le secteur Saint-Raymond dans Notre-Dame-de-Grâce, qui est au sud là, de la voie ferrée, à l'est de Cavendish et à l'ouest de l'autoroute des Carrés. Donc, Parfait. ça, c'était nos 5 secteurs. Génial, merci beaucoup. Alors, avant de passer à l'autre équipe, donc, je vais expliquer un petit peu brièvement la démarche. Donc, avec l'École d'urbanisme, le Conseil régional de l'environnement, on souhaitait adopter comme une autre approche pour réfléchir à l'enjeu des barrières sur tout le territoire de l'agglomération. Donc, de voir si on pouvait déterminer des méthodologies pour vraiment identifier de façon peut-être très rigoureuse et mathématique les endroits où des franchissements devaient être installés et puis de voir là, à quel point cette problématique-là ressortait sur l'île, indépendamment, par exemple, des enjeux politiques ou sociaux qui se déroulent un peu partout sur le territoire. Alors, je vous laisse la parole. Michel Bray, Kimberly Salt et Ivana Nedialkov. Pardon. J'ai manqué ton nom, Ivana, excuse-moi. Ah, t'inquiète. Donc, à toi, Michel. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Donc, Blaise nous a présenté. La différence entre notre présentation et celle de Vélo-Québec, en fait, c'est notre approche. Donc, n'est pas par secteur, comme Blaise l'a dit. On est vraiment de façon plus systématique régionalement en utilisant des technologies géospatiales pour déterminer où sur l'île de Montréal est-ce qu'on devrait ajouter des passages, des nouveaux passages pour cyclistes et piétons. Donc, je vous présente rapidement notre équipe. Les 2 présentatrices, Ivana et Kimberly, et moi, Michel. Et ensuite, il y avait 2 autres personnes qui ont travaillé sur le projet, Patricia et Connor. Donc, le mandat qu'on nous a été donné, c'était de présenter les problèmes liés aux barrières ferroviaires et autoroutières spécifiquement, développer un outil pour identifier les franchissements potentiels et pour prioriser les lieux d'intervention, et ensuite de proposer des typologies d'infrastructures pour les passages. Donc, notre présentation ira comme suit. On va faire une mise en contexte sur les barrières urbaines en général, présenter notre méthodologie, ensuite présenter les typologies possibles et des exemples, et finalement, les considérations ultérieures à prendre en compte pour les prochaines étapes de l'implantation de passage.
Donc, je ne vais pas y aller trop long là-dessus. Christine en a beaucoup parlé. Donc, on a dit les barrières urbaines, ça prend plusieurs différentes formes. On a l'exemple ici de Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles, puis le Mont-Royal. On voit que la circulation, où on l'a déjà vécu, que l'autoroute Ville-Marie puis les rails font en sorte, avec la pente, que c'est difficile de circuler entre le centre-ville puis Petite-Bourgogne, spécifiquement à pied. Et à vélo, il y a le canal qui coupe Pointe-Saint-Charles de Petite-Bourgogne, mais il y a quelques ponts seulement pour traverser, donc il faut toujours penser à ces déplacements pour trouver un pont pour se rendre de l'autre côté. Puis aussi le Mont-Royal, auquel on pense un peu moins peut-être, mais qui est une belle opportunité de plein air, mais qui rend les déplacements plus lents pour aller de l'autre côté de la montagne, mettons. Donc, cet effet de difficulté de traverse à vélo et à pied, ça s'appelle l'effet barrière, qui est étudié académiquement. Et le problème, c'est que les distances et les détours et les problèmes de sécurité à cause de ces barrières font en sorte que les déplacements à pied ou à vélo sont plus longs, difficiles et dangereux, et ça favorise donc l'utilisation de véhicules motorisés, dont la voiture personnelle. Il y a un deuxième impact, l'effet de coupure ou la séparation des communautés qui parle de l'accès. En fait, les barrières affectent l'accès physique à des biens, des besoins, dont la nourriture, les services de santé, l'éducation, l'emploi et les réseaux sociaux. Et c'est malheureusement plus négatif pour certains groupes. Donc, ça a un impact inégal sur les femmes, par exemple, qui ont moins tendance à avoir un véhicule, donc qui peuvent moins facilement franchir les barrières, ou les ménages à faible revenu qui, eux aussi, ont moins accès à un véhicule et qui sont susceptibles de vivre près des barrières où la valeur des propriétés est moindre à cause du bruit et de la pollution, surtout à côté d'autoroutes et de rails. Ça a un effet inégal sur les nouveaux migrants, les immigrants et les réfugiés qui, eux aussi, vivent plus souvent dans les quartiers à faible revenu ou à proximité de barrières et qui souffrent souvent d'isolement social, et aussi les personnes à mobilité réduite qui souffrent souvent d'isolement social et qui ont de la difficulté à franchir les barrières. En plus de décourager les déplacements à pied et à vélo et d'engendrer des coupures à l'accès aux biens, services et réseaux sociaux, il y a aussi la notion que les autoroutes et les rails posent des enjeux de sécurité. Christiane en a beaucoup parlé aussi, mais ce qu'on n'a pas discuté encore pour les rails spécifiquement, c'est les personnes qui se mettent en danger en les traversant illégalement. On peut penser au rail CP entre le Myland puis Rosemont, à côté du réseau vert, où il y a plusieurs coupures dans la clôture. Donc, plusieurs personnes se mettent à risque de collision avec les trains parce que c'est un trajet beaucoup plus court et beaucoup plus facile à faire que de trouver les passages souterrains ou faire les gros détours. Il y a aussi l'enjeu de sécurité où on peut venir en collision avec les voitures dans les passages souterrains, par exemple, où il manque de lumière. Donc, ça décourage les gens à franchir les barrières à pied et à vélo parce que ça leur donne des risques de danger, ou ils pensent que ça leur donnerait des risques de danger, donc ils les évitent et font des plus grands détours. Et donc, ça les encourage d'utiliser plus la voiture, ou ça fait des gros trajets pour des personnes qui n'ont pas d'autre option. Donc, notre exemple, c'est le vélo blanc où Mathilde Blais est décédée sur Saint-Denis sous la viaduc des Carrières. Heureusement, avec le rêve, on a pu l'enlever parce que c'est plus sécuritaire maintenant. Puis, il y avait une belle cérémonie le mois dernier, je suis sûre que vous en êtes au courant. Finalement, les barrières ont un effet sur la biodiversité aussi. Elles fragmentent les habitats, donc elles séparent les espaces végétaux et animaux en petites parcelles et les isolent les unes des autres. Et ça nuit aux fonctions de l'écosystème et à la biodiversité. Pour une dernière mise en contexte, on vous présente un aperçu des acteurs impliqués dans les débats contemporains sur la sécurité et l'accessibilité qui découlent des barrières ferroviaires et autoroutières. Le désir d'avoir des passages à niveau sécuritaire a une longue histoire d'activisme de quartier, de soutien politique et de bataille juridique à Montréal. On peut penser par exemple au CP qui s'est battu à plusieurs reprises avec les gouvernements locaux, donc les municipalités,
Puis ça a été au fédéral, à l'Office des transports du Canada, à s'appliquer pour déterminer les résultats de plusieurs de ces batailles juridiques. Donc, ça affecte à plusieurs niveaux les parties prenantes. Un autre exemple est la passerelle pour piétons et cyclistes du Dalparc au-dessus de l'autoroute 20 à l'échangeur Turcot. Ce projet a fait l'objet de beaucoup d'activisme communautaire et toutes les parties impliquées sont d'accord avec cette construction. Par contre, c'est lent ça prend du temps pour que le plan final du projet de reconstruction ait cette passerelle et de trouver le financement pour faire cette passerelle. Il est aussi important de noter que les quartiers à faible revenu sont sous-représentés dans les efforts visant à améliorer l'accessibilité et à augmenter la part modale du transport actif, dont les discussions de nouveaux passages. Donc, je finis sur ce et je cède la parole à Kimberly pour discuter de la méthodologie qu'on a utilisée dans ce projet pour trouver et prioriser les passages pour le transport actif. Merci, Michel. Alors, nos méthodes consistaient de plusieurs étapes. Identifier les lacunes de franchissement, analyser l'accès courant sur l'île de Montréal, analyser l'accès potentiel au réseau intégrant les passages potentiels, isoler l'impact de chaque passage potentiel, identifier les sites ayant des changements positifs, classer les sites par catégorie d'impact et finalement, combiner les variables afin de classer les sites par ordre de priorité. Alors maintenant, je vais expliquer les étapes en plus de détails. Alors, les lignes grises représentent les autoroutes et les chemins de fer sur l'île de Montréal. Les lignes rouges représentent des sections de ces barrières où il n'y a pas de possibilité de passage pendant 500 mètres. Nous avons utilisé ces méthodes pour identifier les passages potentiels à analyser plus en profondeur. Les grands gares de triage et les voies ferrées le long du fleuve en étaient largement exclus. Les points rouges sont les endroits qui se trouvent dans les tronçons sans possibilité de passage à moins de 500 mètres. Et les points bleus sont les endroits qui bénéficient d'un soutien politique et communautaire pour la mise en place d'un passage. Nous avons voulu inclure les deux dans l'analyse car les mesures quantitatives seules ne permettent pas toujours de saisir les besoins des communautés. Cependant, bien que les points n'aient pas été identifiés par la même méthode, ils sont tous évalués et classés par ordre de priorité avec les mêmes critères. Nous avons effectué 2 analyses d'accès distinctes, l'une pour 800 mètres pour la marche et l'autre pour 2 km pour le vélo, soit des trajets d'environ 10 minutes. Aujourd'hui, nous allons présenter nos résultats pour l'analyse de 2 km. Nous voulions examiner l'accès aux services de base. Nous avons inclus l'éducation, les services de santé, les aliments frais, les espaces verts et les transports en commun. On a mesuré le niveau d'accès actuel d'un rayon de 2 km du centre de chaque aire de diffusion à Montréal. Après avoir mesuré l'accès actuel aux 5 différents services, nous avons refait l'analyse, cette fois avec le réseau de rues intégrant les passages potentiels. Cela nous a permis de comprendre quelles zones seraient touchées par les passages potentiels. Ceci est un exemple d'analyse d'accès. Plus la couleur est foncée, plus le niveau d'accès est élevé. Les zones grises sont les aires de diffusion avec moins de 10 personnes par hectare. Nous pouvons voir que de nombreuses zones à faible niveau d'accès se trouvent à proximité de barrières. Par contre, beaucoup des zones environnantes sont peu peuplées. Dans nos choix finaux, nous avons voulu nous concentrer sur les zones peuplées, à faible niveau d'accès actuel et à fort impact potentiel au nouveau passage. Alors maintenant que nous avons des données d'accès avant et après l'intégration de passages potentiels, nous avons besoin d'isoler l'impact de chaque passage pour les classer et les mettre en ordre de priorité. Nous voulions donner la priorité aux populations qui vivent à proximité des passages potentiels. Nous avons établi les zones d'impact en sélectionnant toutes les aires de diffusion dont les points centraux étaient situés à moins d'1 km des passages proposés. Toutes les zones en rose sont les zones d'impact identifiées. Les changements en accès ont été obtenus en calculant les taux d'accès moyens des aires de diffusion qui ont été situées dans les zones d'impact. Alors, les points en vert sont les points de passage potentiels qui auraient un impact positif sur l'accès.
Et les points en rouge sont les points de passage potentiels qui n'auraient pas d'impact sur l'accès. Et comme nos méthodes sont axées sur l'amélioration de l'accès, nous avons éliminé tous les points qui n'entraînent aucun changement. Voici une carte illustrant l'accès actuel et potentiel à l'éducation. Plus la couleur est claire, plus l'accès actuel est faible. Plus la couleur est foncée, plus le niveau actuel est élevé. Les points sur la carte représentent les points de passage et leur impact sur l'accès. Plus le point est foncé, plus l'impact est important. Les points de passage ayant le plus fort impact potentiel sont identifiés par une étoile noire. Alors, les passages ici avec le plus d'impact potentiel sur l'accès à l'éducation sont Côte-Saint-Luc, Gare-de-Ruisseau et de Guire-Jules-Poitras. Alors, nous avons répété ce processus pour tous les différents services. Ainsi, nous pouvons voir qu'il y a des chevauchements dans l'augmentation de l'accès, mais qu'il y a encore des différences. Alors, pour les services de santé, celui avec le plus fort impact sont Galerie d'Anjou, Tecumseh Delmar et Daniel et Berne. Et pour les aliments frais, dans le parc, Tecumseh Delmar et Galerie d'Anjou. Pour les espaces verts, Begin MacArthur, Parc Nature de la Bois de Saragoué et Dalparc. Et finalement, pour les transports en commun, Vio, Boulevard Industriel, L'Angelier, Henri Bourassa et Galerie d'Anjou. Alors maintenant que nous disposons de classements pour tous les différents services, nous avons voulu combiner les données pour obtenir une représentation généralisée de l'accès. Cette carte montre les niveaux actuels d'accès en général, ainsi que l'impact potentiel des nouveaux passages. Voici les 4 endroits ayant le plus grand impact potentiel sur l'accès. Parmi ces lieux, celui dont le niveau d'accès est le plus faible est celui des Galeries d'Anjou et d'Alparc. Lorsque nous regardons la carte de la population, nous voyons que certains passages avec plus de personnes que d'autres. Et maintenant que nous avons exploré un certain nombre de variables et de méthodes de classement des sites, l'étape suivante a consisté à les combiner de différentes manières afin de donner la priorité à certains sites. Premièrement, l'efficacité. Il s'agit d'obtenir le plus d'augmentation d'accès pour le plus grand nombre de personnes possible. Et ensuite, l'équité. Elle vise à obtenir le plus d'augmentation d'accès pour les personnes qui sont actuellement privées. Ces 2 méthodes ont donné des résultats différents. Les sites de Galerie d'Anjou, Côte-Saint-Luc et Vio Boulevard Industriel sont les seuls à figurer sur les 2 listes de priorité. Alors, celui-là, c'est l'efficacité et celui est l'équité. Alors, la partie suivante de notre mandat consistait à développer des critères pour la sélection de la typologie des infrastructures de passage. Ivana va maintenant s'atteler à la sélection de la typologie. Merci, Kim. Alors, ouais, en effet, en plus d'un outil de sélection et de priorisation des sites, notre mandat comprenait également la création d'une typologie de structure de passage. Cette typologie peut servir de guide pour choisir le type de structure de passage le plus approprié à prioriser sur un site. Alors, les 3 types d'infrastructures de franchissement sont différenciés par niveau. Nous avons donc les passages à niveau, les passerelles et les tunnels. La typologie elle-même prend la forme d'un tableau qui peut indiquer les qualités importantes d'un site à noter et l'infrastructure la plus appropriée à prioriser pour la mise en œuvre. Je ne vais pas détailler ce tableau parce que Christine a vraiment bien détaillé déjà tous les types de passages. Mais les qualités que nous avons notées pour notre méthodologie sont le type de barrière, le volume de circulation, la topographie du site, la morphologie environnante, les considérations environnementales et de construction, le contexte social et finalement une fourchette moyenne des coûts de construction pour chaque type de structure. À partir de nos listes de sites prioritaires, nous avons mené des études de sites afin de sélectionner 3 pour lesquels nous allons recommander des typologies afin d'illustrer la manière dont ce tableau pourrait être utilisé. Premièrement, nous avons le site numéro 30 situé dans Anjou, la barrière et l'autoroute 25 ainsi que les voies du boulevard Louis-Hippolyte-Lafontaine qui l'abordent des 2 côtés et elles séparent un quartier résidentiel du centre commercial des Galeries d'Anjou.
Un éventuel passage ajouté à cet endroit a obtenu le meilleur résultat en termes de changement d'accessibilité à tous les services, tant du point de vue de l'efficacité que de l'équité. Étant donné qu'il s'agit tellement d'un site hautement prioritaire, nous avons choisi d'explorer les typologies de passages possibles qui pourraient y être construites. Le volume élevé de circulation sur la 25 rendrait un passage à niveau irréalisable et c'est pourquoi un passage à différents niveaux est nécessaire à cet endroit. Un tunnel a également été jugé inapproprié en raison des considérations liées à la construction. L'installation d'un tunnel nécessiterait de perturber la circulation sur l'une des autoroutes les plus fréquentées de Montréal pendant ce qui serait, pour toute personne qui connaît cette ville, une durée qui paraîtrait vraiment interminable. Ce serait alors possible qu'avec l'éventuelle prolongation de la ligne bleue du métro, et dans ce cas-là, le travail souterrain pourrait être couplé avec l'installation d'un tunnel sur ce site. Par contre, sans certaineté de ce projet, l'option qu'on a priorisée est l'installation d'une passerelle sous la forme d'un pont dédié au transport actif. Ce pont devrait nécessairement inclure les cyclistes car il permettrait de relier les pistes cyclables du boulevard Châteauneuf et du parc Goncourt en amont de l'autoroute et celles de Saint-Zotique et du boulevard des Roseraies en aval. Ce pont aurait une longueur d'environ 150 mètres et devrait avoir une hauteur minimale de 6 mètres pour permettre un dégagement approprié pour la circulation en dessous. Afin de rendre ce pont universellement accessible, la pente ne peut pas dépasser 5 %. Cela peut être un problème car ça nécessite souvent l'installation de très longues rampes qui ne peuvent pas être accommodées sur tous les sites. Cependant, le parc Goncourt est légèrement surélevé et les rampes n'auraient donc pas besoin d'être très longues pour atteindre la pente requise. Cela permettrait également au pont de franchir le mur anti-bruit qui est installé le long du côté est de la 25. Parmi les précédents qui peuvent guider la conception de ce pont, on peut citer le Light Path à Auckland, en Nouvelle-Zélande, qui a été conçu par Landlab et Mike McKenzie Architects. Il traverse une jonction autoroutière urbaine et est partagé par les piétons et les cyclistes. Il se distingue par son chemin rose vif et son éclairage LED qui change de couleur tout au long de la nuit. Et dans le contexte de notre site en particulier, avec le centre commercial, ce type de design pourrait vraiment injecter un peu de couleur dans ce qui est autrement un paysage assez gris. Une autre source d'inspiration qui pourrait être le Rainbow Bridge de SPF Architects à Long Beach, en Californie. Ce pont de plus de 180 mètres de long est un exemple de projet qui a pu transformer des fonds limités en un important aménagement pour le public. Le plan initial prévoyait juste un simple trottoir surélevé en raison des contraintes budgétaires, mais grâce à l'utilisation de formes répétitives en béton pour créer la base et des rails en acier pour créer sa forme distinctive de vague, ce projet a pu maintenir des coûts relativement bas. Étant donné que le site des Galeries d'Anjou est destiné à développer en centre-ville de l'Est dans un avenir proche, il pourrait y avoir une forte motivation pour créer quelque chose qui soit impressionnant, tant sur le plan architectural qu'économique. Le deuxième site est le numéro 27, situé entre Montréal-Nord au nord et Saint-Léonard au sud. L'obstacle est la ligne XO 5, ce qui est le train de banlieue direction Mascouche, dont l'arrêt le plus proche se trouve à plus d'1 kilomètre de loin. Un passage sur ce site a été signalé comme ayant un impact élevé sur l'accès à tous les services à la base de l'efficacité et de l'équité. Et Montréal-Nord est également connu comme étant une zone défavorisée, ce qui rend d'autant plus important l'introduction d'une plus haute connectivité entre ce quartier et le reste de la ville. Le boulevard Viault se termine abruptement à Saint-Léonard et une liaison au boulevard Saint-Gertrude au nord permettrait d'ouvrir les arrondissements voisins les uns aux autres. Un autre avantage immédiat de l'ajout de cette traverse serait d'offrir aux citoyens de Montréal-Nord un accès facile à l'espace vert situé au sud des rails. Cet espace vert est pas mal important et il comprend le parc Hermano Laricea, mais aussi le bassin du domaine Chartier, qui est en cours d'aménagement en parc de rétention et en zone de protection de la biodiversité qui mesure plus de 14 000 mètres carrés. Et ouais, vous pouvez voir au centre, c'est le grand parc. Alors, la typologie qu'on a priorisée sur ce site est un passage à niveau, en grande partie en raison du faible volume de circulation le long des rails. Même s'il s'agit d'une ligne de banlieue, elle passe à moins de 10 fois par jour, principalement aux heures de pointe et que les jours de semaine. Un passage à niveau pourrait être suffisamment sécuritaire s'il comportait des mesures de protection actives telles que des capteurs pour détecter l'approche d'un train,
des sonneries et des feux d'avertissement pour avertir les piétons et les cyclistes de ne pas traverser et finalement des barrières pour empêcher les passages. Cela étant dit, les trains de banlieue sont plus rapides que les trains de marchandises. L'horaire actuel des trains est si peu dense que cela n'a pas été signalé comme étant une très grande préoccupation en matière de sécurité, mais si les passages de train devaient se multiplier, l'argument peut être fait qu'ils ne pourraient pas freiner assez rapidement si quelqu'un était sur la voie. Un tunnel serait préférable dans ce cas-là, mais le manque d'espace vide du côté nord des rails rendrait cette construction assez difficile. Finalement, le dernier exemple est celui du site 18. Celui-ci a présenté un défi intéressant car la barrière est en fait 3 barrières. C'est 3 lignes de frais qui convergent pour former un triangle qui sépare 3 sections de la ville de Côte-Saint-Luc et la bloc de Montréal-Ouest. Actuellement, le terrain situé entre les rails est inutilisé et appartient au Canadian Pacific ou CP, ce qui signifie que le public n'y a pas accès. Un potentiel passage sur ce site n'a pas obtenu un score très élevé en termes de changement d'accessibilité, sauf pour l'accès aux arrêts de transport en commun et aux établissements d'enseignement. Cependant, sa forme unique et son potentiel de désenclavement de la ville nous ont incité à explorer à quoi le site pourrait hypothétiquement ressembler. Alors, ce scénario est pas mal spéculatif, voire utopique. Il est destiné à stimuler l'imagination plus qu'autre chose. Il y a alors quelques points à noter. Premièrement, nous partons de l'idée que l'espace vert entre les rails pourrait être réhabilité en espace vert ouvert au grand public. CP n'est pas vraiment connu pour céder ses terrains très souvent, mais nous imaginerons que dans ce cas-là, ça a été possible. Il faut dire, par contre, que l'idée n'est pas totalement extravagante. Juste au nord, CP possède également une gare de triage et une forte pression publique a déjà été exercée pour que ce terrain soit cédé à la ville afin de le développer et de relier Côte-Saint-Luc au reste de la ville. Un projet d'atelier venant de McGill il y a quelques années a évalué la situation et a trouvé que même en tenant en compte des coûts de décontamination et de relocalisation, CP pourrait encore gagner environ un demi-milliard de dollars en vendant ce terrain. Alors, dans cette optique, obtenir l'accès à cette petite bande de terrain sur le site 18 ne semble pas vraiment impossible. Comme il y a 3 barrières, il faudrait plusieurs points d'accès afin de permettre à tous d'entrer facilement et de relier les différentes sections du quartier. Après avoir évalué le site, nous avons constaté qu'il serait préférable de les installer sur un terrain vague représenté par le point bleu, au bout de la route Bailey à côté d'une garderie, au point rose, puis au parc Silverson au point jaune et à côté d'une résidence pour aînés au point violet. Le fait qu'il y ait plusieurs sites de passage proposés ici a fortement influencé la typologie qui a été choisie. Nous avons priorisé les passages à niveau sur ce site en premier lieu parce que, étant l'option la moins coûteuse, elle rend l'installation de 4 passages beaucoup plus faisable. Comme il s'agit de lignes de frais, les trains passent très peu fréquemment et surtout la nuit, et ils présenteraient donc un faible risque de collision, à condition bien sûr que les mêmes mesures de protection actives que nous avons recommandées pour le site 27 soient également incluses ici. Cela rendrait également l'accès au parc beaucoup plus invitant car les passerelles et les tunnels sont souvent perçus comme étant difficiles à franchir et sont donc généralement évités par les piétons et les cyclistes. Cela est particulièrement vrai pour les parents avec les poussettes, les jeunes enfants et les personnes âgées, et ce site en particulier présente une forte concentration de tous ces groupes, ce qui rend les passages à niveau les plus appropriés. Alors, ce sont nos 3 exemples. J'espère qu'ils ont pu rendre notre méthodologie, qui peut quand même sembler plutôt abstraite, plus tangible. Maintenant, avant de conclure, j'aimerais souligner certaines considérations ultérieures. Tout d'abord, les paramètres de sélection des sites indiquent que le public visé par ce projet est constitué de piétons et de cyclistes et que nos priorités étaient donc de les relier à des passages de transport actif. Par contre, la même méthodologie pourrait être utilisée pour d'autres destinataires. Pour les passionnés de la connectivité écologique, par exemple, la priorité serait modifiée, tout comme les paramètres et porteraient sur des éléments tels que la distance entre les parcs et les écoterritoires, ou plutôt la présence des corridors écologiques. La mise en œuvre d'éléments de design écologique lors de la construction de passages serait également une manière élégante de mettre en œuvre des objectifs environnementaux dans ce projet.
Ensuite, ce projet s'est jusqu'à maintenant largement appuyé sur une analyse géospatiale ainsi que sur une vaste revue de la littérature, mais toute mise en œuvre d'un passage bénéficierait d'un effort important d'engagement auprès de la communauté locale. Alors que notre recherche a cherché des zones dans lesquelles il y avait des demandes citoyennes pour des passages, des consultations supplémentaires pourraient être évaluées plus efficacement si les communautés locales ressentent le besoin d'un franchissement. Cela pourrait également permettre de déterminer la typologie la plus appropriée. Les tunnels, par exemple, ont la mauvaise réputation d'être non sécuritaires et en construire un sans consulter la communauté pourrait avoir comme résultat une structure peu fréquentée. Pour s'assurer que les passages sont réellement utilisés, il faudrait également les relier au réseau pédestre et cycliste existant et bien que notre projet se soit concentré sur la mise en œuvre de nouveaux passages, ceci devrait être relié à l'amélioration des passages existants qui sont souvent sous-utilisés au profit des passages illégaux, comme par exemple la série de tunnels le long des rails du CP et dans le Myland et Outremont. Il est aussi important de noter les limites à notre méthodologie. C'est une analyse quantitative qui a été créée pour être appliquée sur un grand territoire. Il est alors possible que certains détails plus fins du paysage soient manqués. Par exemple, notre méthodologie a exclu les cours de triage, ce qui veut dire que le site des ateliers du CN, qui représente une assez grande barrière à Pointe-Saint-Charles, n'ont pas été comptés comme étant un site prioritaire d'intervention. Enfin, il y a la question du financement. Nous n'entrerons pas dans les détails au cours de cette présentation pour des raisons de temps, mais dans le cadre de notre mandat, nous avons également effectué une analyse des orientations politiques, des objectifs et des actions visées au niveau fédéral, provincial et municipal afin d'identifier les possibilités de soutien politique et financier pour la mise en place des structures de passage. Avec la tendance actuelle vers une infrastructure verte, l'argument en faveur de la création d'un réseau de transport actif plus connecté aurait certainement une forte résonance. Je vous remercie pour votre temps et on prendrait vos questions. Merci vous quatre. Alors, pour les personnes du public, là, vous pouvez inscrire vos questions dans la section Q&R. Vous pouvez aussi, là, si c'est un commentaire, une information qui s'explique mieux, vous pouvez aussi lever la main, là, puis on est dans un nombre raisonnable pour pouvoir vous donner la parole et ouvrir votre micro et votre caméra. Alors, j'irai avec une question, un peu plus de discussion entre les panélistes pour commencer. On voit que c'est deux méthodes complètement différentes. Peut-être complémentaires. Moi, je vois une grande complémentarité. C'est quoi leurs qualités, leurs défauts chacune, là, et puis comment on peut les utiliser l'une par rapport à l'autre? Je peux Oui. essayer une réponse. Je pense que l'analyse que mes collègues ont fait était vraiment très intéressante, puis il y avait beaucoup d'analyses SIG, je crois. Puis je pense qu'à grande échelle, ça donne un portrait là, de à quel point Montréal est enclavé, puis quelles sont les priorités. Moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Puis ça donne aussi une idée, peut-être si on prend cette méthodologie-là, ça donne une idée là, de quel quartier on pourrait prioriser. Puis nous, on le fait vraiment à plus petite échelle pour vraiment parler davantage des détails techniques. Fait que je pense que justement, c'est ça la complémentarité. C'est vraiment des différences d'échelle qui, comme tu le disais, peuvent être totalement complémentaires au niveau là, vraiment de l'analyse globale jusqu'aux détails techniques de quelle bordure on utilise pour une piste cyclable unidirectionnelle. C'est un peu ça. Donc, je pense que c'est un peu mon impression là, de tout ça à date. Puis aussi, du côté de Vélo-Québec, on regarde les autres barrières aussi. Il n'y a pas juste les autoroutes puis les rails qui sont une des plus grandes barrières, mais on s'entend qu'un boulevard très occupé a la même fonction qu'une autoroute souvent. Fait que c'est sûr que maintenant, on sait où viser plus largement, mais ça, c'est vraiment une façon, c'est complémentaire. Donc, ensuite, d'être plus dans le détail, c'est sûr que ça se complémente bien. La question aussi de la qualité des franchissements existants, je pense qu'il ressort dans l'analyse de Vélo-Québec qui
qu'on a exclu là, parce que là, ça devenait une tâche herculéenne d'aller faire un relevé de chaque franchissement. Mais là aussi, là, il y a des grosses lacunes dans les franchissements existants. Quelque chose à ajouter, Ivana, Kimberly? Non, je pense que ça a bien couvert de mon côté. Parfait. Alors, je vais y aller avec deux questions qui nous ont été écrites d'Alexandre Drouin. Alors, la distance, la distance de 500 mètres qui a été considérée là, entre les différents franchissements, est-ce que c'est une norme reconnue par exemple, le CP ou le ministère des Transports? Comment vous êtes arrivé à cette distance-là? Donc, c'était une grosse discussion. Ivana, est-ce que tu veux t'y mettre? Ah, bah, si tu veux. En fait, c'est pas une distance reconnue parce qu'en fait, il n'y en a pas vraiment en tant que telle qui est reconnue par CP ou aucune autorité de transport, disons. Mais les 500 mètres, ça vient en fait d'une étude qui a été faite par l'urbaniste Jean Descaries en 1992, je pense, en fait, il a étudié les franchissements à travers les rails pour noter un peu ce sont où il a étudié les lignes de désir. Alors, il a étudié les places où les personnes franchissaient les rails pour voir un peu quelle distance les gens voulaient marcher pour arriver à un passage. Et les 500 mètres, c'est la distance à laquelle il est arrivé. Mais par contre, c'est pas vraiment idéal parce que si on a un point qui représente un passage, notre méthodologie a compté 500 mètres des deux côtés du pont. Alors, ça fait vraiment un total d'1 kilomètre en diamètre autour d'un passage, ce qui est vraiment quand même une grande distance pour les piétons, parfois pour les cyclistes même. Alors, c'est une distance qui... Ouais, c'est ça que je veux dire. Michel, si tu veux finir. Je voulais aussi ajouter que dans notre méthodologie, on regardait avant et après que des passages étaient mis partout, c'est quoi l'accès. Donc, s'il y a plusieurs passages qui sont assez proches l'un de l'autre, si on faisait une distance de 250 mètres ou 200 mètres, ça aurait été très difficile de différencier. C'est ce passage qui a accru l'accessibilité ou c'est celui d'autre ou c'est les deux ensemble qui a accru globalement plus l'accessibilité. Donc, à cause de l'échelle, c'était difficile de pouvoir être plus en détail sans devoir faire beaucoup d'analyses individuelles et longues pour voir quel impact a chaque passage exactement. Ouais. Deuxième question d'Alexandre Drouin. Toujours, n'hésitez pas, hein, tous les autres participants d'inscrire vos questions dans l'onglet Q&A ou questions-réponses et ou sinon à simplement lever la main là, pour que je vous permette d'ouvrir votre micro et votre caméra. Donc, Alexandre Drouin nous demande, considérez-vous que le coût de construction d'une passerelle enjambant une autoroute devrait être intégré dans l'enveloppe budgétaire du réseau routier et non pas dans le budget de la mobilité active? Dans le cas d'une autoroute, le budget, c'est celui du MTQ, mais un passage sur le réseau local va être dans le budget municipal, bien souvent. Alors, qu'en pensez-vous? Moi, j'ai ma petite idée, je vais vous laisser répondre en premier. Ben, moi, je pense que ça fait du sens. La question, je pense, qui se pose plus, à mon avis, c'est qui en a plus la volonté. Donc là, il y aurait comme toute une espèce de réflexion au niveau de la gouvernance là, qui devrait se faire à partir de là. Mais je dirais que des fois, la ville a définitivement plus une volonté de connecter ses quartiers, de connecter aux autres arrondissements, etc. Surtout là, ces derniers temps, je veux dire, on a fait beaucoup pour la mobilité active là, à Montréal. Je pense qu'il y a vraiment une question de gouvernance là-dedans. Je relancerais comme une question, en fait, si par exemple, les instances gouvernementales ou, par exemple, on parle des autoroutes, le MTQ, mais sinon, c'est le CPI, le CN, etc.
est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait la volonté de leur part ou est-ce qu'il faut agir et le faire au niveau municipal? J'aurais comme envie de retourner la question, en fait, là, avec cette question-ci. D'autres éléments de réponse? Non, OK. Je vais y aller de mon... en fait, moi, la question de d'où vient l'argent, les deux options sont possibles, surtout dans la mesure où la plupart du développement du réseau, par exemple du réseau cyclable, vient de subventions. Il y en a beaucoup, en tout cas, qui viennent de subventions du niveau provincial. Donc, et puis même, on voit des projets, beaucoup de projets de transport qui sont financés aussi au fédéral. Alors, bon, l'idée, c'est à mon sens, qu'il doit avoir beaucoup plus d'argent investi pour permettre des infrastructures massives de transport actif pour un peu réparer les barrières urbaines. Après, est-ce que c'est un ou l'autre ou comment l'argent chemine entre les différents paliers? C'est une question à laquelle je ne pourrais pas répondre avec beaucoup de précision. Mais clairement, comme je disais en entrée de jeu, on a 15 de part modale en transport actif. Puis, il n'y a pas de cible d'investissement pour les infrastructures de transport actif qui correspond à ça du tout, ni qui correspondrait à une volonté d'augmenter le transport actif comme c'est écrit dans tous les plans de mobilité à tous les paliers gouvernementaux. Et ça, je pense que c'est intéressant. Au niveau du transport collectif, il y a déjà des cibles qui sont réclamées, donc des revendications des groupes d'investir à parité entre le développement de transport, entre les budgets de transport routier puis de transport collectif. À ma connaissance, il n'y a pas de pareille demande de proportion dans les dépenses pour la mobilité active. Donc ça, ce serait peut-être un angle à donner. Est-ce que la proportion des investissements doit suivre la part modale souhaitée, ou la part modale actuelle, ou tout autre ratio et puis argumentaire logique par rapport à ça? Donc, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions de spectateurs. Est-ce que je vous en... Bon, c'est bon. OK, ça va nous permettre de parler d'un autre point de la recherche qui a été faite par les étudiantes au niveau des zones d'emploi. Hein? Une des choses, nous, qui nous intéressait, puis on le voit beaucoup avec le développement du REM. Il y a beaucoup de stations qui sont situées à côté d'autoroutes qui ne pourront pas être enjambées. Et puis, c'est un enjeu, là, notamment à Pointe-Claire. Il y a même des employeurs qui font des revendications en ce sens-là. Et puis, la municipalité de Pointe-Claire aussi fait des revendications en ce sens-là. Alors, pourquoi ça n'a pas été analysé, là, les zones d'emploi et puis la connectivité, là, par exemple, entre des zones d'emploi puis des zones résidentielles? Donc, c'est quelque chose qu'on songeait faire au début. Ça semblait quelque chose d'assez essentiel, là. C'est le déplacement le plus courant, je pense, dans une journée. C'est de la maison à l'emploi. Par contre, on a vraiment pris une approche assez locale, même si on parle de géospatial sur l'île de Montréal. Quand on vient à chaque point, on voit vraiment c'est quoi l'accès d'une maison à un emploi de l'autre côté de la barrière, mais est-ce que quelqu'un qui habite proche de cet emploi a autant de chances d'aller travailler là-bas ou d'ailleurs? Donc, je ne sais pas si je m'exprime très clairement, mais l'idée, c'est que on se dit, il y a rarement des personnes qui vivent juste à côté de leur emploi, malheureusement. Et c'est surtout qu'on choisit nos maisons à partir de ce qui est abordable pour nous, finalement. Puis plusieurs autres facteurs, dont où est l'emploi. Mais avoir accès, si tu veux faire un transport actif, avoir accès au transport en commun, c'est plus essentiel que d'être proche de ton emploi. C'est trop difficile de dire son emploi est de l'autre côté de la barrière et ça rend le transport plus facile. Puis aussi, les données par rapport à l'emploi, c'est beaucoup plus compliqué à utiliser. Donc, c'est pas par aire de dissémination comme toute autre
services qu'on avait regardés, c'est par plus grande aire. Donc, c'est très difficile de dire ton emploi il est proche de cette barrière ou c'est plus loin, parce que ça donnait des chiffres pour genre tout le quartier. Il y a combien d'emplois là. Donc, ouais, c'était difficile à intégrer et surtout pour une recherche qui regarde à l'accès vraiment proche, dans 1 kilomètre d'une barrière. Ça semblait moins pertinent et c'est ça, finalement, ça regarde plus les déplacements de jour à jour qu'on peut faire facilement à pied, alors que plusieurs personnes décident de ne pas utiliser son vélo, qui sont allés à pied. Pour un emploi, il y a quand même plus de personnes qui décident d'aller à l'épicerie à pied ou à vélo, ou d'avoir une garderie, une école, aller à pied. C'est beaucoup plus important que ce soit à côté de chez soi. Donc, c'est ça, c'était notre logique de l'exclure. Donc, c'est ça. Donc, vraiment, un autre niveau d'analyse serait nécessaire là, pour prendre en compte ces dimensions-là. Il y avait aussi la question des distances choisies là, au niveau des secteurs d'influence. Donc, le 2 km en vélo. Comment vous êtes parvenu à cette... le 800 mètres est assez classique là, en termes de déplacement à pied. Le 2 km, comment vous y êtes arrivé? C'était très conservateur comme distance, en fait. On aurait pu aller plus long, mais c'était, je ne veux pas dire arbitraire, mais c'était vers le bas des distances que qu'il y a en moyenne. Je pense que les distances moyennes, c'est de 3 km à Montréal pour les déplacements. Mais c'est une moyenne aussi qui prend en compte des personnes qui vont au travail, qui peut être à facilement 10 km de chez soi. Mais c'est ça, c'est une distance qu'on sait que les gens à mobilité réduite, c'est des distances où on sait absolument que les personnes ont accès à vélo, qu'il y a vraiment, peu importe qui on est, si on a des enfants, si on est plus lent pour d'autres raisons, c'est cette distance-là. Ouais. Parce que prendre la moyenne, ça semblait pas tout à fait juste, étant donné qu'on n'incluait pas les emplois aussi. C'est beaucoup des plus grandes distances que les personnes vont circuler pour ça. Ouais. Je pense aussi qu'il y avait la notion d'être capable de déterminer si vraiment le franchissement avait un impact. Alors là, si on agrandissait trop le rayon, ben là, on prenait en compte toutes sortes d'autres chemins possibles, puis trajectoires possibles. Puis donc, il y avait ça aussi. Et de toute façon, on voyait que les zones où il y avait de l'impact, c'était vraiment 1 kilomètre autour de la barrière de toute façon. Ça ne changeait pas l'accès tant que ça, un peu plus loin, si on mettait le rayon plus loin. Okay. Très intéressant. Alors, il n'y a pas d'autres questions du public. Alors, on va clore cet échange-là. Merci beaucoup encore, Michel Bray, Ivana Nidialkova, Kimberly Salt, Christine Préfontaine-Meunier. Merci beaucoup de votre participation. Et puis, j'appelle toutes les personnes qui vont voir ce webinaire-là, qui sont là présentement ou qui vont le voir plus tard, à s'intéresser au prochain plan d'urbanisme et de mobilité de la Ville de Montréal, dont je pense que la question des quartiers enclavés, des barrières autoroutières, ferroviaires devra mériter une grande attention. Et puis également, là, dans les prochains plans d'action de politique reliés à la mobilité durable, là, aux autres paliers gouvernementaux. On a beaucoup de réseaux ferroviaires et autoroutiers qui se sont construits dans le siècle dernier dans des conditions urbaines et énergétiques et climatiques qui n'étaient vraiment pas les mêmes qu'aujourd'hui. Alors là, si on veut maintenant adopter un mode de vie qui correspond plus à l'urbanité d'aujourd'hui, puis aux questions environnementales, énergétiques, sociales d'aujourd'hui, il faut reconsidérer là, complètement l'impact de ces grandes infrastructures-là. Voilà, alors c'est ce qui m'a fait à notre rencontre d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir assisté, merci beaucoup d'avoir participé encore une fois et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.